Bonjour, je m'appelle Angèle Ezeka, je suis en Master 2 Économie et Transition territoriale à l'Université de Clermont. Et donc, j'ai fait mon stage sur le site de Purpin avec Nicolas sur les risques multiples dans les systèmes alimentaires et agricoles. Euh, ok. D'abord, je vais vous définir un peu ce que c'est les systèmes alimentaires et agricoles. Donc, les systèmes alimentaires et agricoles, ça prend de la production et même des ressources utilisées pour l'alimentation jusqu'à leur consommation et les déchets qui y sont liés. Et donc, on parle de système alimentaire et agricole car rajouter la dimension agricole, ça permet de pas que se concentrer sur les productions qui sont alimentaires, mais aussi sur les productions industrielles, les productions énergétiques qui ont un rôle à jouer dans les questions d'occupation des terres et de répartition des cultures. Et donc, comme on peut voir ici, il y a plusieurs sorties en fait à ce système. Il y a des impacts environnementaux, des impacts socio-économiques. Donc, impacts environnementaux de par le fait que ça commence en fait par l'utilisation de ressources et notamment et surtout des ressources environnementales comme le sol, l'eau. Et tout au long de la production, transport, stockage et de la transformation jusqu'à la consommation, il y a plusieurs impacts socio-économiques et environnementaux. Et donc, tout ça, ça forme les systèmes alimentaires et agricoles qui sont aussi pluriels en termes d'échelle spatiale et temporelle. En fait, on met au pluriel parce que les systèmes alimentaires et agricoles, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que en fait, chaque endroit a sa façon de s'alimenter, sa façon de produire qui est différente. Et donc, pour parler des impacts, je me suis concentrée sur la France, parce que c'est un système que je connais, qu'il fallait bien choisir quelque part. Et donc, pour les impacts climatiques, par exemple, l'agriculture, c'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Il y a aussi l'empreinte de l'alimentation, dont la moitié de cette empreinte sont des émissions importées, liées par exemple aux importations donc, et aux émissions rejetées dans d'autres pays, qu'il est important de prendre en compte. Les émissions liées à l'alimentation ne s'arrêtent pas aux frontières de la France, bien sûr. Ça a aussi de forts impacts sur la biodiversité, notamment avec l'utilisation de certains produits, comme les produits phytosanitaires, l'agriculture et les modèles agricoles privilégiés en France entraînent la simplification des paysages et donc également une perte de biodiversité avec, par exemple, des parcelles plus grandes ou une tendance à avoir moins de milieux semi-naturels et également une baisse de la biodiversité de par la diversité cultivée, mais aussi la diversité génétique des espèces. Le système actuel qui est orienté vers l'agroalimentaire, qui est la principale débouchée de l'agriculture. 70% des denrées agricoles qui sont cultivées en France passent ensuite par le circuit de l'industrie agroalimentaire. Donc, en fait, il pousse à une certaine une baisse de la diversité en orientant les agriculteurs vers des races, des espèces de culture qui sont plus rentables, et donc, ça fait baisser la biodiversité à cause de ce phénomène-là. Et enfin, ça a un impact sur la sphère socio-économique. Notamment en France, il y a eu beaucoup de questionnements ces dernières années autour de la répartition de la valeur alimentaire. Donc, en France, en moyenne, ça reste une moyenne, mais les agriculteurs, ils touchent seulement 6% de la valeur générée par l'alimentation tout au long de la production jusqu'à l'alimentation. Et en fait, c'est assez problématique, ça pose des questions sur le cadre de vie de ces agriculteurs et ça crée de nombreuses inégalités, des inégalités au sein même des agriculteurs parce que, en fait, d'une forme agricole à l'autre, il y a de fortes inégalités et ces questions de revenus, elles sont très variables. Il y a la question des coûts cachés. En fait, par exemple, les produits bio, les produits durables sont beaucoup plus chers, mais et donc moins mis en avant, moins consommés. Et c'est surtout lié au fait que les coûts cachés ne sont pas pris en compte dans le prix des autres produits
qui ne prennent pas en compte les coûts environnementaux, par exemple, de la production, je sais pas, de certains produits ultra transformés, coûts qui sont forcément mieux pris en compte dans les produits bio, du fait de la main-d'œuvre. Il y a plus de main-d'œuvre humaine, donc ça coûte plus cher. Et donc, finalement, il y a un écart de prix qui ne reflète pas la réalité, qui ne permet pas aux personnes de pouvoir consommer durablement. Et enfin, un manque d'information sur le système alimentaire en France en général. En fait, par exemple, sur les questions de la répartition de la valeur, j'ai donné une moyenne, mais les chiffres sont plutôt très flous. On ne sait pas trop comment les marges sont déterminées des industries agroalimentaires, qu'est-ce qui rentre en compte dans le calcul des coûts. C'est assez flou. Et le manque d'information aussi des consommateurs entre les publicités, le marketing, les politiques d'éducation alimentaire, c'est énormément d'informations et qui sont pas souvent, pas toujours en fait amenées de la bonne façon et qui peuvent pousser les gens à avoir des comportements qui sont pas forcément bons pour leur santé et les perdre en fait face aux multitudes de choix qu'il y a notamment dans les supermarchés par exemple. Et donc, c'est pour ça, donc ces multiples impacts, ils entraînent des problématiques, des risques qui peuvent être définis comme les pertes potentielles liées à un événement dangereux, donc à un aléa qui désigne un processus ou un phénomène qui entraîne des pertes. Le risque, c'est un objet assez particulier à étudier parce que c'est pas palpable. En fait, le risque, dès qu'il se produit, il disparaît. C'est plus un risque, c'est ça s'est passé, donc on ne parle plus de risque. C'est un objet qui a plusieurs définitions. Là, j'ai choisi de prendre celle des Nations Unies, mais dans la littérature, les définitions, elles varient toujours un petit peu. Mais en règle générale, ça reste composé donc, de trois éléments. D'abord, l'aléa qui désigne donc le processus qui entraîne des dommages, les enjeux, c'est-à-dire les personnes, les infrastructures, le système socio-économique qui subit les dommages liés à l'aléa, et enfin la vulnérabilité qui renvoie aux conditions qui font que on est susceptible d'être dommageable par ce risque, comme par exemple l'âge pour des personnes, par exemple le risque de malnutrition, ça dépend de l'âge, des revenus, et tout ça ce sont donc des facteurs de vulnérabilité, et c'est ces trois ensemble qui composent le risque. Et donc le risque dans le système alimentaire et dans l'agriculture, c'est souvent étudié plutôt en silo. Souvent on s'intéresse à l'impact de la sécheresse sur certaines cultures, l'impact des inondations, mais et même dans le design des politiques publiques, c'est souvent partie par partie, c'est une politique contre la sécheresse, une politique pour lutter contre les inondations, une politique de santé, alors que ces enjeux, ils sont interconnectés et c'est pour ça que les risques multiples ont un intérêt dans la question des systèmes alimentaires et agricoles. Donc, le multirisque, c'est le fait que plusieurs risques, donc économiques, écologiques et sociaux, aient lieu en même temps ou impactent la même chose. Et donc, on peut l'appliquer aux composantes du risque. Multi-aléa, c'est donc quand plusieurs aléas qui s'enchaînent ou qui se déclenchent les uns les autres dans un effet de cascade ont lieu. Multi-enjeu, c'est quand plusieurs enjeux sont dommageables par un aléa, et multi-vulnérabilité, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est le fait que certains enjeux soient vulnérables de plusieurs façons différentes, donc comme par exemple le risque de malnutrition, les personnes sont vulnérables en fonction de leur âge, de leur sexe, de leurs revenus, et donc tout ça c'est rarement pris en compte en même temps. Donc là, c'est un exemple justement de ce que je vous parlais dans l'agriculture. Donc il y a des aléas qui peuvent être liés au changement climatique et qui sont reliés à la sécheresse, la canicule, les inondations sont connectés, de même que les vulnérabilités, les types de variétés cultivées, les questions de spécialisation, les subventions
tout ça, ce sont des facteurs de vulnérabilité qui sont connectés. Les variétés qui sont cultivées dépendent en grande partie des subventions et des choix de spécialisation des territoires. Et c'est pareil pour les enjeux. En fait, la biodiversité n'est pas à part des questions de santé ou des questions d'environnement en général, mais tout ça, c'est bien interconnecté. Les risques de prix, les risques géopolitiques, les risques de production, ce sont des risques qui peuvent agir en même temps, qui peuvent se déclencher et se renforcer. Et donc, c'est pour ça que on a essayé de mieux comprendre les risques multiples dans le système alimentaire et agricole. En fait, ça manque, il y a un manque d'outils et pour en fait réfléchir cette question, simplement à réfléchir. Donc, le but de mon stage, c'est de comprendre les interactions entre les aléas, de voir quels sont les effets de ces interconnexions pour pouvoir mieux, comme j'en parlais tout à l'heure, peut-être mieux designer les politiques qui sont faites en prenant en compte ces interconnexions et donc mieux accompagner la transition alimentaire et agricole. Donc la méthode, en fait, ce travail s'appuie sur la dynamique des systèmes et donc l'objectif, ça a été dans un premier temps de choisir, de trouver l'objectif du modèle conceptuel qu'on voulait faire pour montrer ces interconnexions. Donc l'objectif, c'était de pouvoir identifier les composantes du risque dans les systèmes alimentaires et agricoles. Donc, une seconde étape a été de choisir les variables qui seraient dans ce modèle conceptuel, donc via la lecture de la littérature et des ateliers, donc avec Nicolas, Clélia et Samé, où on a réfléchi aux variables et aux liens entre ces variables, et enfin la construction du modèle, et on a fait plusieurs allers-retours pour améliorer le modèle, choisir les variables, etc. Et donc, c'est un modèle qu'on appelle un diagramme de boucle causale, donc avec des flèches comme ça. Donc, les flèches rouges, c'est un lien négatif qui implique que les deux variables n'évoluent pas dans le même sens, c'est-à-dire que quand l'autonomie fourragère augmente, mécaniquement, les importations diminuent. À l'inverse, un lien positif signifie que les variables évoluent dans le même sens. Et c'est aussi c'est aussi utiliser des questions, dans ces questions, les boucles. Donc là, c'est une boucle de renforcement avec un R au milieu qui signifie que, en fait, la somme des polarités est positive et que ça ne va qu'en augmentant. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, plus de ravageurs de culture, ça entraîne plus d'utilisation de pesticides, plus de pesticides. Ça, à long terme, diminue la biodiversité et empêche la régulation naturelle des ravageurs qui, à son tour, vient stimuler l'utilisation de pesticides. Et donc, c'est ce qu'on appelle une boucle de renforcement. À l'inverse, les boucles négatives, donc, qui s'équilibrent, sont représentées avec un B au milieu pour balancing. Donc, là, je vous montre le modèle qu'on a fait. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, du coup, je vais pas, je vais zoomer sur une partie. Donc là, par exemple, c'est juste pour vous montrer de près à quoi ça ressemble. Là, par exemple, c'est sur la question de l'occupation des sols. Donc on voit que, en fait, c'est vraiment des liens de causalité. Donc c'est pas compliqué en soi. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir représenter quelque chose qui n'est pas vraiment représenté et de pouvoir comprendre et faire comprendre. Donc là, par exemple, quand le pourcentage de surface urbanisée augmente, forcément, les autres occupations du sol, donc culture, prairies, milieux semi-naturels, diminuent. Et donc, pour illustrer l'utilisation de ce schéma, en fait, de ce modèle qu'on a construit, j'ai pris comme terrain les coteaux de Gascogne du Living Lab. Et donc, j'ai identifié 4 aléas, la sécheresse, l'augmentation de l'utilisation des pesticides, les coulées de boue et l'augmentation de l'utilisation de fertilisants minéraux. Donc, je vais essayer de vous montrer avec le schéma un peu comment tous ces aléas-là sont interconnectés. Donc, en premier, les fertilisants minéraux en jaune.
Donc en fait, sur les coteaux de Gascogne, il y a une tendance à la baisse de l'élevage. Alors c'est plutôt un territoire de polyculture élevage, ce qui implique in fine d'avoir recours à plus de fertilisation minérale du fait de la baisse de la fertilisation organique. Donc là, on peut voir donc, que le nombre d'animaux d'élevage fait baisser la fertilisation organique qui, à son tour, augmente l'utilisation de fertilisants minéraux. Et donc, en fait, c'est un premier aléa qui vient avoir un impact d'abord sur le rendement, qui permet de l'augmenter, mais aussi un impact sur les importations. La France, par exemple, elle est autonome à peu près à un tiers en termes de fertilisation minérale. Et donc, là, on voit un premier risque. Donc, les agriculteurs deviennent plus dépendants des importations. Et cette dépendance aux importations, elle implique qu'ils sont plus vulnérables à un risque, par exemple, qu'il y ait un conflit géopolitique, une baisse des importations qui peut être liée même à des décisions politiques quelconques. Et donc, là, on voit comment juste la baisse du nombre la baisse de l'élevage sur le territoire entraîne un risque économique pour les agriculteurs. Ensuite, on peut s'intéresser aux pesticides. Donc, c'est un endroit où il y a qui est plutôt axé de base sur la polyculture élevage, mais on voit de plus en plus de cultures arriver, ce qui entraîne plus une utilisation accrue de pesticides. Donc là, c'est un premier aléa qui entraîne une baisse de la biodiversité. Donc, c'est la boucle que je vous montrais tout à l'heure qui se renforce sur l'utilisation des pesticides liés à la baisse de la biodiversité qui ne permet plus, qui n'effectue plus en fait ce service-là de réguler les ravageurs de culture. Et cette utilisation de pesticides, donc elle vient aussi avoir un impact sur la qualité de l'eau en la dégradant. Et en fait, on peut voir que ce changement de culture a à la fois un impact sur la biodiversité et la rend plus vulnérable, et un premier risque en fait de perte de biodiversité, et un second risque qui est lié à la baisse de la qualité de l'eau. Et cette baisse de la qualité de l'eau, en fait, est déjà multivulnérable. Donc, d'une part, du fait des pesticides, même là, je n'y ai pas mis, mais du fait de la fertilisation. Et en fait, ça vient être encore, cette vulnérabilité encore accrue du fait des coulées de boue. En fait, c'est un territoire avec un sol plutôt argileux et donc qui est sujette aux coulées de boue, donc qui constitue un premier aléa, qui entraîne une baisse de la qualité de l'eau liée à cet aléa-là. Et également, on peut voir que, encore une fois, cette vulnérabilité, elle est renforcée par le fait qu'il y ait de moins d'élevage et plus de culture, qui entraîne donc une augmentation et une tendance à l'augmentation de la taille des parcelles, qui vient encore une fois rendre vulnérable la qualité de l'eau en faisant baisser le pourcentage de milieux semi-naturels qui permettait de un peu filtrer, par exemple, les pertes d'azote ou de pesticides. Et finalement, le quatrième aléa que j'ai identifié, c'est la sécheresse, donc qui vient dans un premier temps diminuer les rendements du fait de la baisse de la qualité des sols et également du fait que les cultures ont besoin d'eau tout simplement, et aussi par le biais qui vient créer des problématiques de disponibilité en eau, donc potentiellement des conflits d'usage avec les surfaces irriguées. Donc tout ça entraînant des baisses de rendement qui, encore une fois, viennent par exemple, ces baisses de rendement, elles ont surtout un impact sur ce territoire, sur les cultures fourragères qui viennent renforcer en fait la baisse de l'autonomie fourragère et donc la dépendance aux importations et le risque économique qui pèse sur les agriculteurs. Et donc, voilà à quoi sert ce schéma et comment on peut l'utiliser pour parler d'un territoire et se questionner autour des risques. Et donc, finalement, ce schéma, il présente quand même quelques limites. Déjà, c'est qualitatif, donc c'est des relations positives ou négatives, même si c'est un modèle qui utilise un logiciel où on peut quantifier les relations. Là, pour le coup, c'est pas fait. Et de plus, il manque quelques variables. Par exemple, la santé humaine, il n'y a pas de variable qui touche à ça.
Et donc, le fait que ce soit un modèle qualitatif, ça pose aussi la question des arbitrages, de comparer les effets. Même si, encore une fois, c'est tout à fait faisable de rajouter du quantitatif dans ce genre de modèle. Le logiciel utilisé, je crois que je ne l'ai pas dit, qui s'appelle Vensim, permet en fait de faire ça. Donc voilà, ça a été assez long à construire et j'espère que ça permettra de mieux réfléchir autour des risques multiples dans le domaine du système alimentaire et, euh, et d'éclairer un peu et de vous éclairer un peu sur ce sujet-là. Merci Angèle, tu as tenu parfaitement le temps. Je vais mettre en pause l'enregistrement pour le temps des questions et on est tout bon, Sacha. Merci. Je vais vous présenter